par après. La MR63, écoutez, c'était quand même une révolution il y a 40 ans. Moi, en tant que gamin, je la trouvais moderne. La MR73, qui est arrivée ensuite, construite d'ailleurs par Bombardier à ce moment-là, et à nouveau designée par Morley Smith de Guillon. Il y a eu 2 essais, il y a eu les oranges avec toujours le même système de siège, mais il y a eu les bleus ensuite, avec les sièges doubles en moins. Ça, je pense que ça a été certainement le point le plus important. Enfin, on peut circuler d'un bout à l'autre de la même voiture. Le défi de conception d'une voiture de métro, il s'agit de mettre un maximum de gens dans un wagon, de les transporter le plus rapidement possible d'une station à l'autre. Donc, il faut que les accélérations soient très rapides, il faut que les freinages soient très rapides, mais en même temps, il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit sécuritaire. Donc, on travaille dans une zone de contradiction. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, on s'en va vers une évolution beaucoup plus radicale, et je dirais même une révolution, l'introduction de la voiture Azur qui va arriver en 2014. On peut tout de suite remarquer que les assises ont été repensées, le confort, je considère, qui est accru. On a gagné un peu de largeur au niveau de la voiture comme telle parce que les portes ouvrent à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du mur. Donc, on a gagné un petit peu là. Les portes aussi, sur l'ancien modèle, on en avait 4. On a préféré en intégrer seulement 3, mais les faire plus larges. C'est la même surface, mais répartie sur 3 portes. Une autre distinction importante, c'est que c'est un modèle BOA, c'est-à-dire on circule à travers tout le train. Donc, vraiment, on passe d'une voiture à l'autre aisément et le confort est accru. Plutôt que d'avoir de la ventilation ponctuelle, on a une ventilation linéaire sur toute la longueur de la voiture et on contrôle la ventilation en fonction de l'achalandage d'une voiture. Donc, on mesure le poids des occupants et on ventile en conséquence. On climatise pas, mais une ventilation ajustée donne une impression accrue de fraîcheur et de confort pour les usagers. C'est vraiment une grande avancée là, sur le plan design. Enfin, cette voiture est au niveau de ce qui se fait de mieux ailleurs sur la planète. Tous les systèmes de barres pour s'accrocher, pour se retenir, sont mieux pensés, mieux situés. L'innovation la principale, je pense, et c'est la plus intéressante, c'est le fait que les voitures sont ouvertes de bout en bout. Et c'est ce que j'avais trouvé le plus impressionnant à Shanghai et à Beijing. Je trouve que le regard porte loin, on peut voir le mouvement, on peut voir la sinuosité du tracé, le mouvement de haut en bas, de gauche à droite. Le regard va être amené à se promener partout dans les nouvelles rames à cause de l'effet BOA, à cause du nouvel éclairage, des couleurs, du bleu, du jaune, du blanc, le graphisme au plancher, les nouvelles peaux. Ça va vraiment être très divertissant, j'en suis sûr, pour au moins une bonne dizaine d'années. Quand on voyage en métro, c'est pour se rendre efficacement du point A au point B, sans se perdre. Pas toujours évident quand c'est la première fois. Ça peut même être une aventure. Quand on y pense, il y a plusieurs choses à intégrer. On doit trouver la bonne ligne. OK, c'est la orange. Est-ce que c'est la bonne direction? Une fois qu'on est dans le métro, sortir à la bonne station. Une fois à destination, il y a plusieurs stations qui ont multiples sorties, les autobus et tout ça. Donc, c'est là que la signalétique vient vraiment faire son travail. Et quand c'est bien fait, c'est un plaisir. Comment s'assurer, à travers les différentes expressions architecturales, les différentes spatialités des stations, qu'on se retrouve toujours la même chose? Donc, il y avait une équipe et il y avait, entre autres, dans cette équipe-là, un monsieur qui s'appelait Norman Slater. Donc, lui était engagé comme au bureau de projet maître de la STM au départ. Et lui s'assurait de la continuité. Donc, c'est lui qui a imaginé qu'il y aurait une bande noire, toujours à la même hauteur. C'est lui qui a designé aussi la bordure des quais avec les pastilles oranges, qui a installé ces systèmes-là. C'est lui qui a pensé que le mot sortie serait rétroéclairé et qui inclurait aussi des éléments d'éclairage à l'intérieur de ça. Donc, lui a créé un peu le liant à travers tout ça. Je pense que c'est un système qui a très, très bien fonctionné. Un des éléments qui a été mis à l'essai durant les derniers mois ou la dernière année, c'est un marquage au sol qui délimite l'endroit où les portes vont s'ouvrir pour s'assurer, quand il y a un achalandage, que les gens ne bloquent pas les portes pour permettre aux gens de ressortir.
En ce moment, la matérialité de ça, c'est une espèce de grand collant en vinyle, tout simplement appliqué, peu importe la surface sur laquelle c'est fait. Un des avantages quand on fait des projets comme ça, c'est que c'est assez simple de tout simplement imprimer un grand collant, de le mettre là et de tester. Puis ça, c'est une des choses que les gens, des fois, ne savent pas au niveau du design, c'est que si on innove, si on fait quelque chose de nouveau, bien, on a beau être des professionnels, avoir 20, 30 ans d'expérience, on n'a pas la réponse parce que le problème est nouveau. Donc, première étape, est-ce que ça fonctionne? Deuxième étape, comment y développer sa matérialité à cet élément-là pour qu'il fasse partie d'un quotidien qui est riche? Un des rôles du designer graphique dans l'environnement du métro de Montréal, c'est bien sûr la carte. C'est un des éléments de conception vraiment primordial. Donc, je vous invite à regarder, la prochaine fois que vous êtes dans le métro, la forme de l'île de Montréal qui est à la fois réaliste et à la fois abstraite. Il y a une espèce de drôle de contour. C'est un langage de cette époque-là où les choses redevenaient un peu plus angulaires. Là, elle est à la limite de ce qu'elle peut prendre. Bon, il y a des nouvelles stations qui sont rajoutées. Si vous regardez des plans de métro dans d'autres villes, ils ont une autre facture parce que souvent, le système est beaucoup plus étendu. Si on a le double du nombre de stations, comment on réussit à gérer les grosseurs de typographie? Parce que la taille de chaque caractère va avoir un rapport à sa distance de lecture, et ainsi de suite. Le métro de Montréal s'est développé en 4 grandes phases de travaux. La première, c'était dans les années 60. Le style architecte de l'époque, c'était ce qu'on appelle le style international. Alors, ça se traduisait par un design fonctionnel, pas d'ornementation et des lignes pures et très simples, très claires. Ça a été suivi, ça, d'une deuxième phase dans les années 70, où là, c'était un modernisme qui s'est tourné beaucoup vers les matériaux qui évoquaient les substances naturelles ou organiques. Une des stations qui serait très représentative, ce serait par exemple Lionel Groulx, où le plancher avec les tuiles rondes, rouges, oranges et jaunes, représente un tapis de feuilles d'automne. Troisième phase de développement, c'était dans les années 80 et c'est la ligne bleue. Alors là, on était en pleine époque postmoderne. On se réappropriait des formes et des ornementations du passé, un traitement beaucoup plus éclectique des détails et des volumes. Et finalement, la quatrième phase de développement dans les années 2000, c'est le prolongement à Laval avec les 3 stations qu'on connaît, dont la station de la Concorde, qui reviennent à un style moderne avec des matériaux brillants, lisses et aussi cette introduction de la lumière comme matériau. Notre objectif, c'était de faire un lieu qui serait serein, qui serait une espèce de cathédrale souterraine, où il y aurait beaucoup de lumière naturelle, où les gens garderaient un contact avec l'extérieur. On voulait exprimer le mouvement de descente des voyageurs. Alors, c'est pour ça qu'on a mis les escaliers dans un tube et on a fait ressortir ce tube-là à la surface dans une verrière. Comme ça amène aussi beaucoup d'éclairage naturel dans les escaliers et jusque dans la station. Tout le plafond est ceinturé d'un puits de lumière linéaire et les rayons de lumière font le tour des murs de la station. Et puis, selon la saison, ils sont plus ou moins inclinés. Alors, ça agit un peu comme un cadran solaire gigantesque. Ça, on est très fiers de ça. Au début des années 2000, quand nous avons commencé à faire le design de la station, il y avait quelques métros dans le monde qui venaient de faire des nouvelles lignes, des prolongements, et dont à Londres, la ligne Jubilee, qui était très intéressante, qu'on a regardé avec beaucoup d'attention en essayant de retenir les meilleures idées et les meilleurs coups. La même chose avec la ligne Météor à Paris, qui amenait beaucoup d'idées nouvelles, dont, par exemple, l'intégration de jardins dans les stations et l'utilisation du bois, ce qui était assez surprenant dans des stations de métro, mais qui fonctionnait très bien. Et aussi, il y avait le nouveau métro de Bilbao, qui était un petit bijou et qui avait vraiment une philosophie complètement différente du métro de Montréal, parce que toutes les stations sont identiques. Ils ont fait un modèle, puis c'est partout le même. Mais il est vraiment très, très bien fait. C'est vraiment beau. C'est Norman Foster qui a fait ce métro-là. En fait, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais chaque station a son identité propre. C'est parce que chaque station a eu son architecte, donc sa personnalité. Mais on avait quand même un souci d'uniformité à travers tout ça. Et à l'origine, on a créé un catalogue des matériaux. Les architectes ont pu piger à travers ce catalogue-là et ça a permis d'avoir une certaine constance à travers le tout. On retrouve aussi des thèmes.
Et le thème ici, c'est vraiment la couleur ou la progression de la couleur. Et on le voit très bien avec les bancs qui sont d'une séquence de couleurs. On part du rouge, orange, jaune-orange, jaune. Et il y a même eu une pensée derrière ça. La séquence est toujours la même, donc on progresse toujours vers le clair, le jaune qui représente le soleil, et c'est toujours vers la sortie. C'est quelque chose de subtil, c'est pas évident qu'on va le remarquer, et ça fait toute la différence. Mais à part de ça, il y a beaucoup de détails dans ces bancs que j'apprécie. C'est vraiment le résultat d'un procédé de moulage. Donc, c'est du béton polymère et c'est moulé. À partir du moment que quelque chose est moulé, ça donne vraiment une liberté inouïe au designer. On peut contrôler la forme comme on veut. Dans la problématique de designer des bancs, ça va évoluer avec les différentes phases d'évolution du métro. Si on regarde les nouvelles stations, souvent les bancs vont être plus des bancs individuels. Ils vont s'assurer que les matières s'entretiennent bien, qu'ils soient confortables, qu'ils ne soient pas chaudes pour quelqu'un qui est assis là. L'entretien facile de ces choses-là, c'est un beau défi parce qu'on peut faire quelque chose qui est tellement facile d'entretien, mais est-ce que le visuel va être intéressant ou est-ce que le message qu'il va nous envoyer, c'est que c'est un objet urbain qui n'est pas fait pour les êtres humains? Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à trouver par rapport à cette problématique-là, du design industriel des bancs. Dès sa construction au début des années 60, les concepteurs du métro de Montréal ont voulu lui donner un caractère unique en confiant la réalisation de chacune des stations à un architecte différent, le tout agrémenté d'œuvres d'art. Les 26 stations du réseau initial ne possèdent pas toute une œuvre d'art, car à l'époque, on comptait sur la générosité d'entreprises ou d'organismes pour en financer la réalisation. L'une des toutes premières œuvres à avoir été installée dans le métro était un don de la société Steinberg. Il s'agit de la verrière de la station Place des Arts, créée par Frédéric Bach. Elle a été inaugurée en 1967, plus d'un an après l'ouverture du métro. Le métro de Montréal a été un des précurseurs dans l'intégration de l'art public à l'architecture. Aujourd'hui, c'est une pratique assez courante d'intégrer des œuvres d'art publiques aux édifices, mais le métro s'est bâti une collection d'œuvres qui est très impressionnante et qui est exemplaire en ce sens que les œuvres sont souvent très, très bien intégrées à l'architecture. L'ultime intégration d'œuvres d'art dans le métro, je dirais que c'est la verrière de Marcel Ferron à la station Champ-de-Mars, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et elle fait vraiment partie de l'édifice. Et il y aurait aussi l'œuvre d'art à la station Peel, les grands ronds de mousseau qui ont été faits avec des céramiques de Vermette. Cette œuvre-là fait partie de l'architecture et démontre une belle collaboration entre l'artiste et l'architecte. Depuis que je suis petit, il y a toute une sonorité au métro, moi, qui me marque beaucoup. Surtout quand le train part, puis la magie de se promener sous terre. On oublie ça parce qu'on le prend tous les jours, mais c'est quand même assez magique. On est dans un wagon avec des pneumatiques qui n'ont pas le bruit d'un train, donc on est dans un autre type d'objet. Ces moteurs électriques, dans ces fameux bogies, ce sont ces moteurs-là qui, quand ils décollent, font ce fameux dou-dou-dou, qui est, en fait, le fait que sur les rails, il y a 750 volts de disponibles. Or, les rames ne sont pas capables d'en prendre plus que 100. Donc, il y a des hacheurs de courant. Ce hacheur de courant-là coupe le courant en 5 portions, et les 3 dernières portions sont audibles. Et ce sont ces 3 fameux sons dou-dou-dou qu'on entend dans le métro et qui est maintenant le signe dont on se sert pour avertir que les portes vont bientôt se fermer. Je me souviens encore à 14-15 ans sortir de ma banlieue confortable puis explorer Montréal. Évidemment, je prenais le métro. Assis, j'étudiais la carte du réseau. Il y avait toujours des petits bouts pointillés qui indiquaient « projeté ». Un jour, le métro va se rendre à Laval. Ça a peut-être pris un peu plus de temps que prévu, mais ces stations ont bel et bien vu le jour. Les 3 stations de Laval ont connu un grand succès. Déjà, la station de la Concorde, qui ne devait même pas exister à l'origine, elle a eu un achalandage beaucoup supérieur à ce qui avait été prévu. La connectivité avec le train de banlieue est sûrement pour quelque chose. Un jour, on se posera la question, comment on va au travail? Donc, c'est sûr que le métro, le train de banlieue, je dirais même des gondoles
Doppelmayr en fait, n'est-ce pas, pour monter les stations de ski, eh bien, ça se fait aussi pour faire du transport urbain. Le métro va permettre de relier tout ça. Le métro de l'avenir, pour moi, c'est un métro plus gros, plus important, je parle en termes de stations, un métro moins cher, nettement moins cher. Un métro à 2,75 $, ça n'a aucun sens. Non, alors, le métro de l'avenir, pour moi, c'est vraiment le cœur d'un beaucoup plus grand système de transport en commun, mieux organisé. Puis c'est une extrême nécessité, on en a besoin déjà maintenant. C'était votre magazine sur TV5 Monde avec les jardineries Truffaut. Vous avez passé un agréable moment en regardant votre magazine avec les audioprothésistes Entendre. À partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France. Officiellement, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette est mort à la prison du Temple. Ce petit gamin, il meurt tout seul dans sa crasse, en ses déjections. Le sort qui lui a été fait, c'est atroce. Mais si c'était une mystification, si l'on avait mis un autre enfant à sa place et que lui-même avait pu être sauvé? Il y a de quoi faire naître des doutes. L'énigme de Louis XVII, dans l'ombre d'un doute, samedi sur TV5 Monde. En France, on a Teddy Riner, 7 fois champion du monde, plus fort que les Japonais. Bon alors je te préviens, j'ai fait 2 ans d'équitation. Renault aussi a remporté de belles victoires. Clio, voiture la plus vendue en France, 9 années de suite. Une gagnante. Normal, elle est ceinture noire. Twingo, 5 portes. Zen.